Pourquoi vous avez conscience de vous? Pourquoi vous êtes vous et seulement vous? Est-ce que votre vie, elle a un sens profond? Est-ce qu'il existerait quelque chose au-dessus de nous, comme une intelligence ou une conscience plus grande? Et est-ce que vous pensez que quelque chose de vous restera après votre mort? Et puis oui, pourquoi on a conscience d'exister en fait? C'est trop bizarre. Alors sans doute que vous êtes déjà posé ces questions, ou une partie de ces questions. Moi j'ai l'impression que je me pose ces questions depuis toujours. C'est pour ça que la science et la spiritualité, ça m'a vite intéressé. Ce sont deux domaines qui semblent apporter des réponses. Mais bon, les deux ont aussi leurs limites, parce que la science, ça semble parfois un peu hors sol concernant la conscience. Ne pouvant l'expliquer, elle l'ignore, ou alors elle la retire carrément de l'équation. Et les traditions spirituelles, elles souffrent souvent d'un cadre plus ou moins dogmatique. Ça peut être un peu facile de perdre son propre discernement, ou de s'abandonner à des croyances, ou à la facilité de paroles toutes faites. Par contre, la physique quantique, ça m'a toujours fasciné. Ça semblait vraiment mettre des petits coups de pied dans la fourmilière avec des concepts ahurissants que même les physiciennes et les physiciens eux-mêmes semblaient pas trop comprendre. Puis un jour, je me suis intéressé plus en profondeur aux psychédéliques parce que ça semblait en fait ouvrir une voie vers une spiritualité plus souveraine en faisant l'expérience directe du transcendant, du plus grand. Ça me semblait être un bon moyen pour pas tomber dans les interprétations des autres ou dans des croyances. Donc je me suis énormément documenté sur ces sujets. Donc des études scientifiques, j'ai vu et j'ai lu beaucoup de témoignages. Et en fait, ce qui était frappant, c'était vraiment les points communs qu'il y avait entre les témoignages. Pas forcément que dans le contenu, mais vraiment dans la flamme que ça semblait allumer chez les personnes qui témoignaient. On retrouve quelque chose souvent de très profond, de très spirituel pour le coup, même si j'aime pas trop ce terme-là, mais je vous expliquerai pourquoi un peu plus tard. Puis du coup, cette exploration sur les psychédéliques, ça m'a amené à d'autres explorations, comme les expériences de mort imminente par exemple, ou les sorties hors du corps, ou encore la médiumnité. Alors je m'attendais pas à me retrouver là, mais je me suis retrouvé là. Et en fait, tout ça, ça a un rapport très étroit finalement avec la conscience. Après, étant quelqu'un de très cartésien, je m'aventurais sur ces terrains en me disant, ça doit simplement être des hallucinations ou des coïncidences étranges auxquelles on donne un sens à cause de nos biais cognitifs. Mais bon, je décidais quand même de creuser, de pas m'arrêter à des postulats, mais d'aller voir des études scientifiques, de vérifier le sérieux de ces études aussi, ou même l'état psychologique des personnes. Enfin bon, pour résumer, dans tous les cas, je demeurais, et puis je demeure encore très prudent concernant les conclusions qu'on peut tirer de tout ça. Mais il me semble indéniable qu'il y a vraiment quelque chose de nouveau à aller explorer. Scientifiquement notamment. C'est vrai que dans de nombreuses cultures, la connexion à l'invisible, via des états modifiés de conscience, par exemple, elle est déjà intégrée et banale, mais pour nous ça semble au mieux des concepts farfelus et au pire des inventions de personnes malveillantes quoi. Pourtant c'est vrai que là actuellement il semble qu'on arrive en fait à une époque où il y a vraiment un point de rencontre entre la dimension spirituelle et scientifique. Un nouveau modèle, un nouveau paradigme scientifique plus adapté semble émerger pour expliquer notre monde avec peut-être plus de justesse finalement. Cette vidéo elle me tient vraiment à cœur parce que j'ai l'impression que je vais vous partager ce qui me fait vibrer au plus profond de moi en ce moment et puis depuis un moment. Je suis hyper ému en fait de vous parler de tout ça et de partager un peu mon émerveillement devant ce grand mystère qu'est la vie, la conscience et notre place là-dedans en tant qu'humain sur cette toute petite planète magnifique. Allez, c'est parti, on y va. Alors, on parle de quoi exactement quand on parle de conscience ? Quand on regarde la définition de la conscience dans Wikipédia, on tombe là-dessus. La conscience est la faculté d'un individu de se connaître dans sa propre réalité et de juger celle-ci en conséquence. Il peut notamment désigner la conscience morale, la conscience de soi, la conscience phénoménale ou un état d'éveil. Donc c'est vrai qu'en fait, on semble pas trop s'être mis d'accord sur ce à quoi on fait référence quand on parle de conscience. Enfin en tout cas ici, je vais m'intéresser vraiment à la conscience phénoménale, c'est-à-dire à l'expérience subjective individuelle de ce qui se passe à chaque instant. Cette conscience qui fait qu'on ressent des choses, des émotions, des sensations, et qu'on n'est pas tout simplement juste des machines. La pensée dominante actuelle concernant la conscience, le fonctionnalisme et le matérialisme. La conscience comme un phénomène qui émerge du cerveau. Alors aujourd'hui encore, c'est vrai que la plupart des chercheurs et des philosophes, ils voient la conscience en fait comme un phénomène émergent. Donc c'est-à-dire comme le résultat des activités ultra complexes de notre cerveau. Dans cette optique matérialiste ou physicaliste, la conscience en fait, elle naîtrait simplement des interactions biologiques et chimiques dans notre tête. Donc en fait, quand le cerveau meurt,
et ben la conscience elle meurt avec. Ça semble logique. Alors avec cette approche par contre on n'explique pas pourquoi on a un vécu subjectif des choses, pourquoi on ressent ce que ça fait de voir une couleur ou de sentir une odeur, donc les fameux qualia des philosophes. Mais les scientifiques ils se disent que tout ça doit résulter de tout ce qui se passe dans notre cerveau, mais que c'est juste que pour l'instant on l'explique pas. Mais un jour, on saura pourquoi. Normalement. Peut-être. Enfin, c'est quasi sûr. Les approches précédentes et le dualisme de Descartes. Alors, avant d'en arriver à cette vision-là, beaucoup se référaient plutôt au dualisme, en particulier celui de Descartes, qui lui opposait corps et esprit. Pour lui, le corps était une chose matérielle, et l'esprit, ça relevait d'un domaine complètement différent. C'était l'immatériel. Donc, selon Descartes, c'est avant tout parce qu'on pense, parce qu'on a une vie intérieure, qu'on peut être sûr d'exister. Donc son fameux « je pense, donc je suis ». Mais cette séparation entre le mental et le physique, elle posait quand même un gros problème, c'est que comment expliquer que les deux interagissent s'ils sont séparés? Comment en pensant par exemple me gratter la tête, donc avec une pensée immatérielle, comment je peux effectivement me gratter la tête, qui est une action matérielle? Je fais bouger du matériel. Donc en gros, comment j'arrive à bouger de la matière juste par la pensée si les deux sont pas liés d'une façon ou d'une autre, quoi. Aujourd'hui, les neurosciences, ça montre clairement qu'il y a une corrélation, évidemment, entre l'activité cérébrale et nos expériences conscientes. Par exemple, le cerveau, il fonctionne différemment quand on est éveillé ou endormi. Mais c'est important de souligner que corrélation ne veut pas dire causalité. Oui, je suis un petit peu fier de la formule. C'est-à-dire que c'est pas parce que vous entendez France Musique sur votre poste de radio que France Musique est bel et bien produit par votre poste de radio. Parce que si vous bidouillez le bouton des fréquences ou du volume, il se passe bien quelque chose, mais c'est pas l'émission en elle-même que vous affectez. Et l'émission, elle provient pas directement du poste. Donc c'est pas parce qu'on trifouille des trucs dans notre cerveau que ça a un impact sur notre état de conscience que ça prouve que notre cerveau produit cette conscience. Ça veut seulement dire que les deux sont en rapport, que l'un a une influence sur l'autre. Allez, arrête tes conneries, tout le monde sait que la conscience se trouve dans le cerveau. Eh bien en fait, non. Aucune étude scientifique n'a prouvé que la conscience était produite par le cerveau. Mais on peut quand même voir ça comme une bonne nouvelle. Ça veut dire qu'on fait sans doute fausse route et qu'on va pouvoir réfléchir pour essayer de trouver une meilleure explication peut-être. Et en fait, c'est déjà fait. Il y a déjà des gens très brillants qui ont réfléchi à ça et qui ont des théories qui sont, ma foi, fort intéressantes. On peut les trouver un peu étranges, voire loufoques. Parce que selon notre système de croyances et de représentation du monde, on peut avoir un espèce de petit recul comme ça en mode oulala, c'est n'importe quoi ça. Et c'est normal d'avoir cette réaction parce que si à la moindre occasion on se mettait à croire à n'importe quelle théorie qui semble abracadabresque, ce serait un peu compliqué en termes de stabilité quoi. Mais bon, on peut toujours voir ça comme des propositions, comme dans un grand brainstorming. Puis de toute façon, on va pas résoudre le mystère de la conscience en 2 minutes. Il y a des chances même qu'on le résolve jamais complètement. Donc autant rester ouvert et puis écouter les propositions des gens qui bossent là-dessus quoi. Enfin, moi c'est un peu mon approche. Mais bon, c'est vrai que dans tous les cas, c'est hyper important d'aller vérifier les choses, de pas me croire ou de croire les choses sur parole. C'est vrai que c'est compliqué de s'y retrouver, surtout maintenant avec les IA génératifs, tout ça. Ça va devenir de plus en plus compliqué pour démêler le vrai du faux. Peut-être que le mieux qu'on puisse faire, c'est vrai que c'est de vérifier les sources, recouper les infos et d'écouter son intuition. Bon, après ces quelques avertissements, je voudrais vous parler de quelqu'un qui a amené une idée que je trouve ouf. La théorie du panpsychisme de David Chalmers. David Chalmers, c'est un philosophe australien qui est connu pour ses travaux sur la conscience, et il s'est fait connaître surtout dans les années 90 en introduisant ce qu'il a appelé le problème difficile de la conscience, qu'il oppose lui au problème dit facile. Donc les problèmes faciles pour lui, ça va être justement tout ce qui va relever de la corrélation, indéniable au demeurant, entre l'activité cérébrale et nos expériences. Donc quand une zone du cerveau est activée ou altérée, notre perception ou notre conscience change en conséquence. Ça c'est ok. Mais comme je l'ai déjà évoqué avec l'exemple de la radio, corrélation n'est pas causalité. C'est pas parce que vous entendez France Musique sur votre poste de radio que le poste crée France Musique. Il capte et retransmet l'émission, qui existe ailleurs. Si vous modifiez les fréquences ou si vous cassez le poste, il n'y aura plus de son, mais l'émission, elle continue d'exister, indépendamment du poste. Et en fait, David Chalmers, il se dit, et si c'était pareil pour la conscience finalement? En fait, Chalmers, il va suggérer 2 grandes hypothèses. La première, c'est, et si la conscience était en fait une propriété fondamentale de l'univers, tout comme l'espace, le temps ou la masse. Plutôt que de voir la conscience comme le produit de phénomènes matériels extrêmement complexes, on pourrait la considérer en fait comme un élément de base de la réalité, comme une brique essentielle de la nature. C'est vrai qu'actuellement en fait on n'arrive pas à définir quand il y aurait émergence de la conscience. Par exemple, quelle quantité de neurones il nous faut exactement pour qu'il y ait, paf, apparition de la conscience. Donc son explication en fait ça réglerait le souci puisque la conscience, elle serait en fait partout.
Et ça, c'est sa deuxième hypothèse, c'est que la conscience, en fait, elle pourrait être universelle. Et c'est ce qu'on appelle le panpsychisme. Ça signifierait que tout l'univers, donc des animaux, des plantes, aux particules élémentaires comme les photons, tout pourrait posséder une forme de conscience, même sous forme de proto-conscience. Parce qu'effectivement, si la conscience est fondamentale, ce serait assez logique qu'elle soit également omniprésente. Alors attention, on parle de conscience ici. Il dit pas que les photons pensent ou réfléchissent. Il n'est pas zinzin à ce point. Son postulat, ça semble presque ouvrir des ponts à une vision animiste du monde, donc cette vision qui considère que tout aurait une âme ou une forme d'esprit, et où chaque élément de la nature, les animaux, les arbres, les rivières ou même les rochers, serait peut-être doté d'une essence avec laquelle potentiellement il serait possible d'entrer en relation de conscience à conscience. Alors vous allez peut-être me dire, oui c'est bien beau tout ça, mais Chalmers c'est un philosophe, c'est pas un scientifique le type. Il est bien beau avec ses fabulations, mais c'est pas très sérieux quoi. Alors déjà calmez-vous, un peu de respect pour David Chalmers. Et puis justement, je voulais vous parler de quelqu'un d'autre. Est-ce que vous allez toujours bien ? Eh ben si oui, ça va peut-être pas durer. Marions la physique quantique et la spiritualité. Alors, c'est ici que je vous présente les travaux de recherche fascinants de Philippe Guillemant. Alors Philippe Guillemant, c'est un ingénieur physicien français du CNRS qui a également travaillé dans le domaine de l'intelligence artificielle d'ailleurs, aussi connu pour être un explorateur des frontières entre la science et la spiritualité. Pendant longtemps, toute notion d'esprit ou de spiritualité a été tenue très à distance des sciences physiques parce que jugée incompatible avec leur démarche. Et puis en vrai ça se comprend parce qu'avant on avait vite fait de dire « Ah bah ça, on n'arrive pas trop à l'expliquer, bah ça doit être Dieu ». Donc c'était pas vraiment ouf, on n'avançait pas trop. Du coup maintenant, quand on fait face à des phénomènes inexpliqués en mécanique quantique par exemple, on dit plus oh ça doit être Dieu, mais on dit oh ça doit être le hasard. Donc c'est un peu le nouveau Joker pour éviter le Joker Dieu, mais ça nous renseigne pas beaucoup plus finalement. Et d'ailleurs comme le souligne Philippe Guillemant, il n'y a rien de plus irrationnel en science que d'invoquer le hasard, puisque la science est fondée sur le dogme du déterminisme. Elle devrait s'interdire d'utiliser le hasard et rechercher une explication à ce qu'on ne comprend pas. Et d'ailleurs, oui, Einstein lui-même disait « Dieu ne joue pas au dé », pour dire en fait « il n'y a pas de hasard ». Mais alors, du coup, ce serait quoi l'explication quand on n'a pas d'explication ? Eh bien, selon Guillemant, une solution pourrait bien résider dans la conscience elle-même. En science, on réduit souvent la conscience à une simple émanation du cerveau, un épiphénomène sans rôle actif. Eh bien, Guillemant, il propose une vision différente. La conscience ne serait pas un sous-produit passif, mais un élément vraiment actif. En fait, Guillemant, il explique que le réel quantique, celui qui sous-tend tout ce que nous percevons, il est en fait multiple par nature. En fait, il existerait un vaste champ des possibles, une sorte de toile en fait, où cohabitent d'innombrables potentialités, comme un multivers en fait, comme on voit dans les films. Mais toutes ces possibilités, en fait, elles vont pas se manifester. Il y en a une seule qui vient vraiment se cristalliser en une réalité unique. C'est celle qu'on vit et qu'on expérimente pour de bon. Donc selon Guillemant, ce passage du réel multiple au réel unique, ce qu'on appelle en physique quantique la décohérence, ce serait pas juste un phénomène automatique, purement mécanique ou déterminé par des lois indépendantes de nous. Donc ce serait pas le hasard, ce serait vraiment notre conscience elle-même qui jouerait un rôle dans ce processus. En fait, la conscience, elle aurait vraiment un rôle actif pour déterminer laquelle des innombrables possibilités quantiques devient une réalité tangible. Donc autrement dit, la conscience aurait vraiment ce pouvoir d'influencer directement notre réalité. Alors maintenant, pour mieux comprendre cette idée, faut imaginer non pas qu'il y aurait un futur potentiel, mais bien plusieurs futurs possibles, qui existeraient sous forme latente. Et en fait, par nos pensées, nos intentions et nos états émotionnels, on pourrait attirer un futur plutôt qu'un autre. Alors ça se ferait pas instantanément, ce serait plutôt sur du moyen long terme. Et certains futurs auraient plus de probabilité d'arriver que d'autres futurs. Mais bon, pour résumer, la conscience, elle jouerait vraiment un rôle actif. Non pas seulement en réagissant à ce qui arrive, mais vraiment en interagissant avec nos futurs possibles depuis le présent. Donc on peut un peu imaginer ça comme une platine vinyle, et votre présent, ce serait la tête de lecture. Donc c'est pas vous qui vous déplacez vers le futur, mais c'est plutôt le futur, enfin du coup les futurs possibles qui viennent vers vous, mais il y aurait un seul futur qui serait effectivement lu par la tête de lecture. Maintenant, imaginez que votre conscience, c'est la famille qui possède cette platine. Donc votre moi profond, ça pourrait être la grand-mère de la famille, qui est sage et qui sait ce qui est le mieux pour tout le monde. Vos émotions, ça pourrait être le petit dernier, l'enfant de 5 ans ultra turbulent. Et vos pensées, c'est le daron un petit peu psychorigide. C'est sûr que si chacun tire sur la tige pour essayer de la diriger, ça va être un peu le bazar. Par contre, si les trois se synchronisent et se mettent d'accord pour aller vers un seul cap,
bah là c'est plus probable que la tête se dirige où ils veulent déjà. Bon, c'est vraiment une illustration, hein, c'est un peu plus complexe que ça en vrai. Alors attention, parce que Philippe Guillemant, il met bien en garde contre une vision un peu trop simpliste de cette idée, hein, comme peut le faire le New Age, qui résume ses concepts en parlant de manifestation ou de conscience qui crée la réalité. En fait, tout ça, c'est vraiment des raccourcis, c'est une déformation de comment ça fonctionne réellement. Déjà, il y a des limites, hein. On ne pourra pas faire advenir un futur complètement improbable par rapport à notre réalité actuelle. Si par exemple, on veut manifester le fait de devenir un acteur d'Hollywood ultra connu et ultra riche, alors que pour l'instant, on est vétérinaire en Corrèze, bah, il y a peu de probabilité que ça arrive tout de suite, quoi. Alors du coup, ce serait quoi notre marge de manœuvre? À quel point on peut vraiment avoir une influence sur notre avenir? Alors déjà, si on veut maximiser nos chances que la meilleure version de notre futur advienne, faudrait pas faire confiance à ses aspirations de surface déjà. Par exemple, devenir très riche, c'est une aspiration de surface. Parce que en vrai, on veut pas être riche pour être riche, on veut être riche pour être heureux. Ça paraît logique. Donc une bonne approche, ça consisterait selon lui déjà à se connecter avec son moi profond. Et dans un deuxième temps, de mettre ses émotions, ses pensées et ses actions au service de ce moi profond. Donc en gros, faire une réunion de famille avec la grand-mère, l'enfant de 5 ans et le daron, et de décider, ok, bon, maintenant c'est mamie qui décide, hein, c'est elle qui donne le cap, et nous on suit. En fait, il n'y aurait rien de magique là-dedans, parce que selon Guillemant, c'est tout à fait explicable quand on remplace le fameux hasard par de la conscience. Et pour en arriver à ces conclusions, Guillemant, il a passé des années en fait à faire des calculs ultra poussés sur des trajectoires de boules de billard. En fait, il s'est intéressé à ce qu'il appelle le multivers d'un billard. L'idée, c'est que lorsqu'on suit la trajectoire de boules de billard, il y a un moment où ça devient impossible de déterminer leur position avec précision. Alors qu'est-ce qui pourrait, au final, déterminer la trajectoire qui sera adoptée? En fait, selon lui, ça serait les fluctuations du vide, autrement dit, les vibrations de la conscience. Pour donner une image, on a l'impression que notre vie, c'est comme une mer de glace, où tout serait fixe, notre futur serait déterminé et figé, alors qu'en fait, on évoluerait plutôt dans un océan en mouvement, avec plein de vagues. Et ces vagues, on peut voir ça comme l'influence de notre conscience sur la direction de nos vies. Donc évidemment, hein, le concept il peut quand même sembler un peu fou en soi, ça soulève plein de questions, de doutes, surtout qu'effectivement le New Age il s'est vraiment emparé du truc et l'a pas mal déformé. Enfin en tout cas si ça vous intrigue, je vous invite vraiment à aller voir sa conférence sur la physique de la conscience. Il vulgarise vraiment ce concept et bien d'autres trucs comme le phénomène de synchronicité par exemple. Alors faut s'accrocher un petit peu pour suivre, mais c'est vraiment super intéressant. Quand la goutte prend conscience qu'elle est l'océan. Alors ok, là on a vu un peu les approches philosophiques et scientifiques par rapport à des nouvelles conceptions potentielles de la conscience. Mais niveau spirituel, parce que bon tout ça ça reste de la théorie, mais est-ce qu'on n'a pas des moyens, des outils pour aller explorer directement cette conscience ? Eh bien si on a ça, via les états élargis ou modifiés de conscience. Donc ces états ils peuvent être induits via des techniques comme la méditation, via des prises de plantes, de substances psychédéliques, ou même ils peuvent advenir spontanément. Et il y a un premier phénomène étrange qui advient souvent dans ces états-là, c'est la dissolution de l'ego, donc la dissolution de la conscience d'être soi. Expérience d'éveil et transformation de soi, la dissolution de l'ego. Donc on peut remarquer qu'un état particulier est souvent rapporté dans ces expériences-là, tant dans les traditions spirituelles que par des chercheurs ou des usagers, c'est la dissolution de l'ego. Donc cette mort de l'ego, elle vient souvent profondément ébranler la perception qu'on a de nous-mêmes, de notre identité et de notre place même dans l'univers. Il y a même une approche méditative pour y parvenir qui consiste en fait à se poser continuellement la question: qui suis-je? Est-ce que je suis ce corps? Est-ce que je suis peut-être cette voix intérieure qui pense? Il y a quoi derrière toutes ces couches? En fait, ces exercices, ils peuvent mener au ressenti que derrière tout ce qui change en nous, il y a une chose qui persiste, c'est justement un flot de conscience. Le flot de conscience qui est témoin de tous ces changements, en fait, comme un observateur silencieux qui traverserait le temps et les expériences. Votre vision ne deviendra claire que lorsque vous pourrez regarder dans votre propre cœur. Celui qui regarde à l'extérieur rêve, celui qui regarde à l'intérieur s'éveille. Carl Gustav Jung. L'ego, c'est le bruit incessant de votre esprit, la pensée compulsive qui se prend pour vous. Eckhart Tolle. Les psychédéliques aussi peuvent amener à cette prise de conscience, donc souvent de manière un peu plus directe on va dire. Il semblerait qu'en temps normal on aurait accès à 0,0035% du réel. Donc une des explications ce serait que sous psychédélique, les filtres habituels du cerveau fonctionneraient peut-être moins bien et nous permettraient de percevoir une plus grande partie du réel. Donc les informations, elles deviennent plus abondantes, la conscience semble s'élargir et mes frontières, elles peuvent devenir floues, voire disparaître complètement. Et dans cette dissolution, on peut avoir la sensation tangible d'accéder à une réalité plus grande, plus vaste. On prend conscience qu'on n'est qu'une goutte d'eau dans l'océan, voire même, des fois, l'océan lui-même. Et c'est d'ailleurs ce qui, dans de nombreuses traditions spirituelles, sera appelé l'éveil.
Psychédéliques, soignés, connectés, transformés. Donc depuis des milliers d'années, les psychédéliques, ou entéogènes, ont été utilisés dans des rituels de soins ou pour des initiations spirituelles. Par exemple, les cultes à mystère de la Grèce antique, comme à Éleusis, proposaient un breuvage qui permettait de connaître une sorte de mort avant la mort. Donc cette expérience, elle avait vraiment pour but de libérer les gens de la mort en leur faisant expérimenter la dissolution de leur ego, comme un petit teaser finalement. Alors aujourd'hui, on a pas mal de recherches qui sont faites sur les psychédéliques, comme la psilocybine ou le LSD, notamment dans des recherches qui explorent les effets sur les patients en souffrance, comme les personnes atteintes de dépression résistante ou ayant des maladies incurables. Et les études, elles montrent souvent un changement durable dans leur attitude et leurs croyances. On a vraiment un sentiment accru d'interconnexion avec la nature, une diminution du matérialisme ou des opinions autoritaires, ou encore une ouverture à des concepts plus vastes comme le panpsychisme, donc ce dont David Chalmers nous parlait justement tout à l'heure. L'idée que toute chose contient une forme de conscience. La citation du physicien Carlo Rovelli résume d'ailleurs assez bien les bouleversements profonds que peuvent apporter ces substances. Avec le LSD, j'ai appris que ma vision usuelle du monde est très limitée, que le temps, l'espace et la séparation entre moi et le reste ne sont pas des choses fixes, que nos perceptions ne peuvent pas être une source de certitude sur la nature de la réalité. Cela m'a été très utile ensuite pour faire de la science. Attention, ça y est, c'est ici qu'on entre dans le paranormal. Alors cette vision de la conscience, elle a aussi l'avantage de potentiellement nous offrir des réponses pour expliquer des phénomènes qu'on qualifie pour l'instant de paranormaux. Alors la cohabitation entre science et paranormal, ça reste quelque chose d'un peu complexe. Mais certaines chercheuses et certains chercheurs interdisciplinaires aussi aventurés pour explorer un peu les phénomènes encore non expliqués, comme par exemple les sorties hors du corps, les expériences de mort imminente ou les pratiques médiumniques. Parce qu'effectivement, on a de plus en plus de témoignages de personnes qui rapportent avoir vécu ce genre d'expérience, et surtout on remarque plein de recoupements dans ces témoignages, des similitudes un peu troublantes, et ça laisse pas tous les scientifiques indifférents. C'est aussi parfois suite à une expérience élargie de conscience expérimentée personnellement que certains scientifiques décident d'aller étudier le phénomène pour essayer de comprendre ce qui s'est passé pour eux. Après c'est vrai qu'hélas ils sont souvent vus comme un peu des farfelus par une bonne partie de la communauté scientifique. Mais bon, ceci dit, ça semble un peu changer petit à petit, parce que sans doute l'idée justement d'une conscience non locale étant de plus en plus admise, le milieu scientifique a l'air de se détendre un peu sur ces questions. Les expériences de mort imminente, EMI, entre science et mystère. Alors, on va s'intéresser d'abord aux EMI, donc ces récits d'expériences vécues par des personnes pourtant en état de mort clinique. Donc les EMI, en fait, elles sont au centre de grands débats scientifiques depuis des décennies, mais c'est vraiment fascinant de remarquer les corrélations entre les récits des personnes faisant ces expériences, donc quelle que soit leur culture, leur âge ou leurs croyances personnelles. On retrouve par exemple des visions de tunnels, de lumière, des rencontres avec des proches décédés, ou encore la sensation vraiment de sortir de son corps pour observer la scène de réanimation depuis l'extérieur, mais souvent avec une grande précision. Donc il y a plusieurs chercheurs qui attestent que beaucoup de ces récits ne peuvent pas être expliqués par des facteurs neurologiques, tels qu'une carence en oxygène ou des traitements médicaux. Et en plus, parfois, on a tout simplement des témoins qui peuvent attester que ce que décrit la personne est vrai. Donc par exemple, des descriptions précises de faits ou de lieux que la personne ne pouvait pas percevoir dans son état. Je vous lis un exemple d'un témoignage de Amy pour illustrer tout ça. La première chose dont je me souviens, c'était que j'étais sorti de mon corps, comme si je flottais au-dessus de lui. Il y avait beaucoup de monde autour qui essayait de le réanimer, mais je me sentais très détaché par rapport à lui. C'était comme si je regardais un vieux vêtement que j'avais mis autrefois mais dont je n'avais plus l'utilité. J'étais juste là, présent dans cette paix qui m'enveloppait. C'est là que j'ai compris que nous ne sommes pas notre corps. Ça, c'est extrait du livre Cette vie et au-delà du docteur Christophe Forêt. Donc le docteur Christophe Forêt, c'est un psychiatre qui a étudié longuement ces phénomènes d'EMI, et d'ailleurs qui raconte « Au tout début, je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que ça ? Ça doit être des mécanismes de protection psychique contre la peur de la mort qui survient. » Mais au bout du compte, il y a une telle récurrence, une telle congruence entre ces témoignages que je me suis dit « Non, il y a vraiment un sujet. » Et là, j'ai commencé à étudier en profondeur les études principalement anglo-saxonnes sur ces sujets. C'est vrai que c'est pas parce qu'on n'a pas encore d'explication avec le modèle scientifique actuel que c'est magique et qu'il n'y a pas d'explication scientifique derrière. Mais comme beaucoup de scientifiques restent attachés à une vision matérialiste, c'est-à-dire qu'ils considèrent que la conscience est forcément produite
par le cerveau, ils ont l'impression d'avoir affaire à des phénomènes inexplicables pour le coup. Du coup, bien souvent, ils rejettent tout en bloc, ils nient simplement les faits et ils persistent dans des explications qui tiennent pas la route, comme de dire que ce sont des phénomènes d'hallucination, alors que c'est peut-être juste qu'on n'a pas la bonne grille de lecture finalement. Donc je vais en rester là pour les EMI, mais je mettrai quelques ressources en description si ça vous intéresse, parce qu'il y a vraiment une grande quantité de témoignages qui existent, et c'est intéressant aussi de constater qu'il y a beaucoup de personnes qui gardaient le silence sur leur expérience par peur justement de passer pour des fous en fait. Mais actuellement, il y a de plus en plus de personnes qui osent témoigner et raconter leur expérience parce qu'ils voient aussi que le sujet, il commence vraiment à être pris au sérieux par la communauté scientifique. Les sorties hors du corps, dépasser les limites physiques. Alors un autre phénomène expérimenté par certaines personnes, c'est les sorties hors du corps, ou OBE, Out of Body Experience en anglais. Donc ces sorties hors du corps, elles peuvent être vécues de manière spontanée, ou elles peuvent aussi être induites, notamment en état de méditation ou d'hypnose. Et ces états, ça a intrigué des chercheurs, notamment Sylvie Détiolaz et Claude-Charles Fourier, respectivement docteurs en biologie moléculaire et psychothérapeutes. Donc ils ont étudié ces phénomènes dans leur laboratoire, à l'ISNOE, via des protocoles dans un cadre scientifique. Le sujet phare de leurs travaux, c'était Nicolas Fraisse, qui possède la capacité depuis son enfance de pouvoir volontairement faire des sorties hors du corps apparemment. Nicolas explique « Quand je sors de mon corps, je vois des choses du quotidien. La seule différence, c'est que les couleurs ne sont pas très éclatantes et la plupart du temps, je n'entends aucun son. À l'école, cela m'arrivait régulièrement. Du coup, les professeurs me voyaient comme un élève inattentif et rêveur. En fait, je m'ennuyais. Mais au lieu de m'imaginer un autre monde, j'allais voir ce qui se passait chez moi ou chez ma grand-mère. » Donc à partir de 13-14 ans, Nicolas il se met à vérifier avec soin les informations qu'il ramène de ses sorties hors du corps, justement pour vérifier qu'il n'est pas en train d'halluciner ou que c'est pas juste son imagination. Et à force de vérification, en fait il comprend qu'il accepte que ces phénomènes sont bien réels. Sylvie Détiolaz et Claude-Charles Fourier, ils ont voulu étudier et mettre en place un protocole scientifique qui prouverait que ces sorties hors du corps sont bien réelles. Ils ont donc élaboré un protocole en double aveugle. Il y avait des images aléatoires que Nicolas avait jamais vu, qui était projeté dans une pièce isolée. Et en fait, Nicolas, il devait sortir de son corps pour aller identifier ces images. Et les résultats, bien que basés sur un échantillon assez restreint, sont quand même saisissants parce que à chaque fois que Nicolas a effectivement fait une décorporation, qu'il a pu aller dans la salle de projection et voir l'image, il est à chaque fois parvenu à identifier correctement toutes les images. Dans une autre expérience, les scientifiques, ils ont tenté de peser le poids de la conscience, de voir si la conscience avait un poids, vu que c'est un protocole scientifique qui avait déjà été fait dans le passé. Donc ils ont installé une balance ultra précise sous le lit de Nicolas, et lorsqu'il déclarait être sorti de son corps, effectivement la balance, elle montrait une diminution de quelques grammes avant de remonter progressivement quand Nicolas réintégrait son corps. Donc les variations de la balance semblaient effectivement aligné sur le ressenti subjectif de Nicolas. Est-ce que ça voudrait dire que l'âme a un poids ? Il faudrait creuser la question. Parce qu'effectivement, il est important de préciser que bien que ces expériences et les résultats ils soient vraiment significatifs, il faudrait vraiment que ça soit reproduit à plus grande échelle, sur un panel plus large de personnes, et en établissant peut-être d'autres protocoles encore plus poussés. Mais bon, dans tous les cas, ces recherches, elles sont hyper prometteuses, et elles nous renseignent vraiment sur il y a quelque chose à aller creuser. Et si ça vous intéresse, dans tous les cas, je vous invite vraiment à aller regarder l'interview de Sylvie Détiolaz et Claude-Charles Fourier. Je vous mets le lien en description. Et également à lire leur livre Voyage aux confins de la conscience, où justement ils racontent en détail leurs protocoles et leurs résultats. Channeling et clairvoyance. Autre fenêtre sur la conscience. Un autre phénomène tout aussi déconcertant, si ce n'est plus, également étudié par la suite par Sylvie Détiolaz et Claude-Charles Fourier, c'est le channeling, soit la réception de messages d'une source perçue comme externe à soi, donc parfois associé à des entités ou à une conscience globale ou à l'inconscient. Donc cet aspect en fait ça a émergé un peu malgré eux suite à leurs travaux sur Nicolas Fraisse justement, qui outre ses sorties hors du corps a développé petit à petit des capacités un peu inattendues de clairvoyance et de clairaudience pendant les nombreuses années où ils ont travaillé ensemble. Donc lors d'expériences impliquant des images scellées dans des enveloppes, il devait décrire les images à l'intérieur sans les voir, sans ouvrir l'enveloppe, et il affirmait recevoir des informations sous forme de symboles, de musique, ou même à travers des poèmes qu'il disait entendre. Donc ça a même d'ailleurs un peu paniqué Nicolas au début, parce que jusqu'à présent les phénomènes qu'il expérimentait c'était des phénomènes qu'il pouvait contrôler et qui pouvaient s'expliquer comme venant de lui, et là tout d'un coup il s'est mis à avoir la sensation qu'il avait affaire à des voix venues de l'extérieur. Et d'ailleurs c'est important de noter que Nicolas il souffre pas de pathologie psychiatrique ou de schizophrénie, tout ça. Plus intriguant encore, c'est lorsqu'ils ont demandé à ces voix qui
ils étaient. Les voix ont répondu cette réponse un peu poétique et philosophique. Et vous, qui pensez-vous que nous sommes ? Nous sommes Nicolas, nous sommes Sylvie, nous sommes Claude Charles. Nous sommes tout et personne. La conscience est plus qu'un simple nom. Vous posez le nom conscience, mais elle n'est qu'un concept. Nous sommes un concept, une idée, rien et tout. Qui êtes-vous ? Non, cette question n'est pas la bonne. Et vous ? Tas de cellules ou bien plus ? Nous, je, rien, tout, infini et fini, ultime et commencement, premier et dernier. Nicolas, je suis Nicolas et bien plus que ça. Alors d'où viendraient ces messages ? Est-ce que ce serait le subconscient de Nicolas ? Est-ce que ce serait une parcelle d'un inconscient collectif humain ? Ou est-ce que ce serait quelque chose d'autre, une interaction avec un plan de la réalité qu'on ne peut pas comprendre ou qu'on ne perçoit pas en temps normal ? Comme le précisent Nicolas et les scientifiques qui font ces recherches, c'est important de ne pas chercher trop vite à interpréter ces phénomènes parce qu'on risque à ce moment-là de s'enfermer justement dans des interprétations. Mais bon, c'est important également de ne pas nier leur existence sous prétexte que ça entre pas dans notre représentation actuelle du monde, parce que c'est ça la vraie démarche scientifique, c'est de chercher à comprendre ce qu'on comprend pas encore justement. Les limites du paradigme scientifique classique. Donc le principal défi de ces recherches, que ce soit les EMI, les sorties hors du corps ou le channeling, ça repose vraiment sur le fait de pouvoir reproduire ces expériences, ce qui est un critère central en science. Ces phénomènes étant souvent spécifiques à certains individus et difficilement reproductibles sur commande, ils sont souvent écartés de la science classique. Pourtant les équipes de recherche comme ISNOE, ils insistent vraiment sur la nécessité d'adopter une méthode exploratoire, en s'appuyant sur des protocoles rigoureux, mais adaptés aux caractéristiques du domaine. Parce que là, on n'est pas sur de l'étude d'objets, on est vraiment sur de l'étude de phénomènes subjectifs. Sylvie Détiolaz et Claude-Charles Fourier, ils soulignent aussi l'importance des témoignages, trop souvent négligés par la science, car subjectifs et vus comme peu fiables. C'est vrai que dans l'exploration de la conscience, en fait, les récits à la première personne, c'est un peu une des principales, sinon la seule voie d'accès à des données. Et lorsqu'on recoupe ces récits, qu'il s'agisse d'EMI, de sorties hors du corps, de channeling ou d'état modifié de conscience, on voit qu'il y a certains motifs récurrents qui émergent et ça permet d'esquisser des pistes sérieuses pour la suite, pour justement pouvoir mettre en place d'autres protocoles de recherche. L'émergence d'une nouvelle vision de la conscience. Alors, est-ce que ces phénomènes, ils nous pousseraient à revoir notre conception de la réalité ? C'est vrai qu'on a l'impression que, effectivement, notre conception et notre définition de la conscience, elle est peut-être en train d'évoluer, et peut-être même qu'elle va être obligée d'évoluer finalement. On a de plus en plus de chercheurs inspirés par les récentes découvertes issues de la physique quantique et des neurosciences qui finissent par considérer les théories post-matérialistes, comme le panpsychisme par exemple, comme tout à fait valables, voire même plus plausibles. Et en fait, ces théories, si on se renseigne un peu, elles sont pas si nouvelles, et ça résonne même avec des propos de scientifiques reconnus, tels que Max Planck, qui est le père de la théorie quantique, prix Nobel en physique en 1918, qui affirmait déjà « Je considère la conscience comme fondamentale. Je considère la matière comme un dérivé de la conscience. Tout ce dont nous parlons, tout ce que nous considérons comme existant suppose la conscience. » Donc ces phénomènes dits paranormaux, car pour l'instant inexpliqués, ils nous invitent juste à élargir notre cadre de compréhension peut-être. C'est un peu comme une occasion fantastique d'en apprendre un peu plus sur nous, sur l'univers, sur la vie, et ça pourrait avoir des impacts directs dans notre quotidien. Mais bon, ça, je vais prendre le temps de développer tout ça dans ma conclusion. Bravo, vous êtes allés au bout. Alors les amis, il semble effectivement qu'on soit arrivé à la fin d'un paradigme et qu'on va pouvoir en explorer un nouveau. Moi je trouve ça plutôt hyper excitant. Ce modèle il me paraît bien plus élégant que le précédent dans la mesure où il vient apporter des réponses relativement simples à des choses qu'on ne comprend pas actuellement. Mais je sais pas, je sens au fond de moi qu'on va dans le bon sens avec ces théories post-matérialistes. Ça n'engage que moi. Après ça me parle aussi parce que peut-être j'ai toujours été connecté avec la dimension dite spirituelle du monde. Alors je trouve pas ça terrible comme terme, parce qu'en vrai, tout est spirituel. Puisque tout est conscience, maintenant on le sait. En fait, on peut dire qu'on fait des expériences spirituelles tout le temps dans notre quotidien. Dès qu'on se connecte à soi ou au monde, c'est spirituel. Par exemple, les frissons qu'on a quand on entend une musique qui nous prend aux tripes, ou je sais pas moi, cet apaisement quand on se promène en forêt, ou quand vous regardez quelqu'un dans les yeux profondément et que ça vous connecte directement à son âme, à ce qu'il y a derrière les masques. Enfin, je donne des exemples un peu au pif, mais je pense que vous avez compris l'idée. Peut-être aussi qu'on avait un peu oublié de reconnecter avec tout ça dans cette époque d'ultra-capitalisme, mais qu'en vrai, c'est ça en fait qui fait de nous des êtres humains. On est effectivement des êtres spirituels vivant une expérience humaine
même si ça peut paraître bateau de le dire. Et je pense qu'on le sait au fond de nous, au-delà de toute croyance religieuse ou de tout courant spirituel, c'est là en fait, c'est partout, donc c'est en nous aussi. C'est juste que des fois c'est un peu caché ou un peu oublié peut-être. Mais oui, je sais pas, par exemple, quand j'ai lu le livre Connexion de Sylvie Détiolaz et Claude-Charles Fourier, justement, au bout d'un moment je m'en fichais complètement de savoir d'où venaient les voix que les personnes entendent dans le livre, juste parce que le contenu des messages, c'était incroyable, c'était d'une profondeur. Il y a certains chapitres où je buvais vraiment chaque page comme du petit lait. Même des fois je devais m'arrêter de lire tellement ça bousculait des choses en moi. En fait, ça semblait toucher des choses au-delà du mental. Je m'y attendais pas du tout en commençant la lecture de ce livre. Je sais pas, juste pour vous donner un petit aperçu, je vais vous lire un extrait. Donc à la question « Qu'est-ce que la conscience ?», il y a une des personnes de l'étude qui entend une voix qui lui répond ceci. La conscience est l'essence de tout ce sur quoi tu poses ton regard. La conscience est l'œil de l'univers s'observant lui-même. La conscience est un et multiple à la fois. Elle se loge en chaque être, en chaque objet, en chaque plus petite et infime parcelle de matière, en chaque cellule. Rassemblée, elle peut prendre des formes plus complexes, plus élaborées. La conscience de l'être humain, dans sa globalité, est une des versions les plus avancées que tu connaisses dans ton monde, mais pourtant loin derrière d'autres. La conscience est un miroir derrière lequel tu te vois faire, agir, penser, ressentir. À ton échelle et à celle de l'univers, c'est exactement pareil. D'un côté du miroir, tu te sens observé, de l'autre côté du miroir, c'est toi qui observes. Ta relation à ce miroir influence ton état de vérité. Je sais pas ce que ça vous fait à vous, mais moi je trouve ça fascinant de voir que cette réponse, en fait, elle rejoint les conclusions les plus récentes des scientifiques et des philosophes sur la question de la conscience, justement. On n'est pas obligé d'adhérer, on n'est pas obligé de croire, on n'est pas obligé de faire de conclusions, mais juste d'explorer tout ça, ça me fascine personnellement. Après, je pense pas que la spiritualité et la science, ça s'oppose. Au contraire, les deux cherchent en fait à expliquer notre vécu, à percer les grands mystères de l'existence, et puis à apporter des réponses aux grandes questions sur la nature, sur la réalité et sur la conscience. Et en marchant main dans la main, en fait, elles pourraient nous apporter encore plus de réponses, des réponses complémentaires finalement. Je crois vraiment que c'est une question centrale à notre époque en tout cas, et que l'émergence de ce nouveau paradigme, ça peut vraiment peser dans notre manière de nous traiter et de traiter le vivant, notre rapport au vivant. Ça nous pousse à repenser complètement notre vision de nous-mêmes, à prendre conscience à la fois de notre pouvoir immense en tant qu'être conscient et de notre dépendance, de notre interconnexion aux autres humains, aux vivants, à tout. Et en même temps, ça nous apprend à rester humble face à notre petitesse. On est en même temps l'océan et la toute petite goutte. Ah oui, j'ai remarqué une chose assez frappante pendant mes recherches. C'est qu'une grande partie des scientifiques, des physiciens, des philosophes, des médecins qui ont travaillé sérieusement sur ces questions, j'ai remarqué qu'à la fin, souvent à la fin de leur intervention, ils concluent par des messages d'amour. Et je sais pas, moi je trouve ça magnifique en fait, c'est trop beau de voir des personnes plutôt cartésiennes, plutôt très scientifiques, qui s'autorisent à parler à la fois avec leur cerveau et avec leur cœur. Enfin, je sais pas, ça fait trop du bien de voir ça. Enfin bref, je vais m'arrêter là. Et j'espère que cette vidéo vous a plu. Je pense vraiment que c'est important de parler de ces sujets en ce moment. Et puis en plus, c'est quand même hyper passionnant. Donc franchement, ne nous privons pas. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des sujets éventuels autour de la conscience que vous voudriez creuser. Ça peut me donner des idées pour des prochaines vidéos, ce qui est plutôt cool. Et je vous ai mis aussi une bonne flopée de ressources en description. Au cas où ça vous intéresse d'aller creuser la question, vous pouvez aller farfouiller là-dedans. Et un film que je vous recommande particulièrement, c'est le documentaire que je trouve magnifique qui s'appelle Aware. Donc je vous mettrai aussi le lien en description, on peut le trouver en location pour pas très cher. Voilà, et bien sur ce, je vous souhaite que des bonnes choses, vraiment amour, paix et joie sur vous. C'est cliché mais je l'assume. C'était vraiment un plaisir de partager cette vidéo.